Chers auditeurs, bonjour, je suis Afida Chader et c'est avec bonheur que je vous retrouve dans ma rubrique littéraire et poétique Livres ouverts sur Radio Salam. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous le roman de Malika Bellaribi Lemoal, Les Sandales Blanches. Née le 3 juillet 1956 dans le plus grand bidonville de France, à Nanterre, Malika Bellaribi Lemoal est une cantatrice d'origine algérienne, connue sous le nom de la diva des quartiers. Elle doit sa notoriété grâce à sa carrière de cantatrice et ses ateliers Une diva dans les quartiers, qui a permis de rendre l'opéra accessible à tous et en particulier dans le milieu populaire. Née en France alors que la guerre d'Algérie venait de commencer, son père tenait une petite épicerie à Nanterre. Malika est la 7e d'une fratrie de 9 enfants. À 3 ans, un camion faisant marche arrière la percute et lui brise jambes, hanches et bassin. Les médecins craignent qu'elle ne puisse plus jamais marcher, mais après 10 ans d'opération et d'hospitalisation, elle pourra enfin remarcher. Entre chaque opération, elle ira en convalescence chez les sœurs et c'est là qu'elle découvrira les chants religieux et la musique sacrée. Après beaucoup d'hésitations, à 35 ans, elle décide de s'inscrire au conservatoire et embrasse la carrière de chanteuse lyrique. Sa carrière de cantatrice décolle au début des années 90. Elle est à la tête de l'association Voix en développement qui forme chaque année les habitants des quartiers les plus populaires de France au chant lyrique. Sa troupe composée d'instrumentistes et de solistes professionnels, mais aussi des choristes amateurs, produit chaque année un opéra différent pour une quinzaine de dates en France et en Europe. En plus de sa carrière de soliste, elle est la créatrice du festival lyrique de Bouche à Oreille en Gascogne. Elle enregistre 3 albums, Melting Up, Les héroïnes de la Méditerranée, Récital à Gaveau, et publie son autobiographie intitulée Les Sandales Blanches aux éditions Kalman Levy. Elle vient de sortir un livre où elle explique sa méthode pour apprendre à chanter, car pour elle, tout le monde peut chanter du chant lyrique. Tous ces engagements lui ont valu d'être nommée au grade de chevalier de la Légion d'honneur le 1er janvier 2016 et officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Son livre autobiographique « Les Sandales Blanches » a été adapté à la télévision dans un téléfilm et c'est Amel Bent qui joue le rôle de Malika. Les Sandales Blanches. Retour en arrière, retour en Algérie. Nous sommes à Mostaganem, tout à côté d'Oran. Ici, la lumière est si forte, le ciel si bleu, que l'œil en est ébloui, et le corps est comme écrasé de chaleur. Est-ce pour cette raison que, depuis des siècles et des siècles, les femmes s'abritent derrière leur voile blanc ? Il fut un temps, j'en suis certaine, où il n'était pas synonyme de prison, mais de simple protection contre la fournaise du dehors. Mais pour ma mère, c'est déjà trop tard. Elle s'appelle Fatima. Un prénom prédestiné, puisque c'est celui de l'épouse du prophète Mohammed. Elle a grandi dans une famille bourgeoise, au milieu de ses 3 sœurs et de ses 4 frères. Ses parents possèdent une petite flottille de chalutiers. Mais leur argent ne les empêche pas de la marier à 14 ans.
Ce fut une belle noce avec des youyous et ce voile cachant la fillette qu'un époux bien plus âgé va faire sienne. Après leur première nuit, ma mère tombe amoureuse de lui. Une chance et un malheur. Chance, car elle a vécu quelques mois heureuses à ses côtés, le temps de porter un enfant. Son fils, son premier-né, mon frère Taïeb. Un malheur, car après la naissance du bébé, elle se voit répudiée. Pourquoi ? Dans quelles conditions ? Si elle l'a su, elle n'en a jamais parlé. Elle est rentrée chez ses parents avec le bébé et la honte qui la couvrait, de la tête aux pieds, comme couvre un vêtement souillé. Après l'affront, elle a dû faire le deuil de son amour. Puis, surtout, elle a dû accepter de se remarier. Un second mariage arrangé avec celui qui allait devenir mon père. Et c'est ainsi que ces deux-là, Fatima et Mohamed, sont arrivés en France, époux de corps, mais séparés d'esprit. Deux étrangers qui se sont installés dans le bidonville des Pâquerettes à Nanterre, l'endroit où tout a commencé. 1956. La guerre d'Algérie n'en est encore qu'à ses prémices, mais déjà, le bidonville des Pâquerettes vit au rythme des nouvelles du pays. Et la France s'effraie de nous savoir sur son sol. Combien de familles vivent à Nanterre, entassées les unes sur les autres ? 100 ? 200 ? Ce qui est sûr, c'est qu'elles forment une sorte de verrue dans le paysage ambiant, un ghetto, régulièrement visité par les forces de police. Ici, à Nanterre, on vit dans la crainte, même si tout est encore calme. Et c'est dans cette crainte que je vois le jour. 7e enfant d'une fratrie qui en comptera 9. Une petite fille aux yeux noirs que l'on prénomme Malika, ce qui, en arabe, veut dire la reine. Mais jamais ce prénom n'aura été si mal porté, au moins en ce temps-là. Car chez moi, personne n'est heureux de mon arrivée. Taïeb, Amar, Dadi, Hayet, Mohamed, Jemila, mes frères et sœurs sont déjà bien à l'étroit dans l'unique pièce de notre maison. La nuit, ils y dorment par terre, sur des peaux de mouton. Le jour, ils en sortent très vite pour laisser ma mère faire le ménage et la cuisine. Café au lait et gâteau de semoule le matin, tagine dans la journée, la nourriture ne manque pas grâce à la petite épicerie que dirige mon père. Mais pour manger quotidiennement à leur faim, les 6 gosses se lavent rarement. Il n'y a pas l'eau courante et pas d'électricité non plus. Quant à l'école, ils y vont à pied et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'y trouvent pas refuge. Petits misérables qu'ils sont, avec leurs vêtements rapiécés et leurs pieds nus dans des galoches. Des Arabes, dit-on à l'époque, mais pas encore des beurs comme aujourd'hui. Ce sont ces 6 enfants-là qui se penchent sur mon berceau, anxieux de savoir si la nouveau-née va leur prendre la place qu'ils n'ont de toute façon pas, et l'attention dont ils manquent cruellement. Mais tous les 6, ils se rassurent vite, pas plus qu'eux, ma mère ne m'aime. Ce sont ces cris qui bercent mes premiers jours, les hurlements d'une femme épuisée par ses grossesses, une par an ou presque. Il y a aussi les cris de mon père qui veut se faire obéir, puis les coups qu'ils échangent devant leurs enfants recroquevillés de peur. C'est dans cette atmosphère que je grandis, accrochée au sein de ma mère. Mais si elle m'allaite, elle n'en a pas plus de tendresse pour moi. Elle me porte comme un paquet, me pose brutalement dans les bras d'Ayet, l'aînée de mes sœurs, me confie à elle le jour, la nuit, dès qu'elle peut. D'ailleurs, je n'ai pas un an qu'elle est déjà enceinte de mon frère Bibi. Quel jour est-on ? De quel mois ? De quelle année ? Je n'en sais rien. Je ne suis encore qu'une toute petite fille de 1 an, peut-être 18 mois. Une poupée qui s'accroche aux barreaux des chaises pour tenir debout, qui esquisse quelques pas dans l'indifférence générale.
On se fiche que je marche, que je parle, que je mange. Je ne suis que la 7e roue du carrosse. Un bébé que ma mère écarte d'une taloche s'il s'approche trop près d'elle. Bibi est né. Il a pris ma place. Je dois me débrouiller seule, avec l'aide d'Ayette qui, du haut de ses 6 ans, me sert de nourrice. C'est elle qui, le matin, me débarbouille du mieux qu'elle peut et change ma couche. Elle encore, qui la lave, l'essore, la suspend sous le petit auvent situé devant notre maison. Elle toujours, qui me surveille du coin de l'œil, tandis qu'elle aide ma mère aux tâches ménagères. Ayette balaye, Ayette épluche les légumes, tomates, poivrons, aubergines, courgettes, pommes de terre. Ayette roule la graine de couscous. Ayette va chercher de l'eau, revient en courant, pas encore assez vite puisque ma mère hurle qu'elle n'est qu'une bonne à rien. Et moi, assise par terre, je pleure de faim. T'inquiète pas, me dit Ayette, je vais te faire chauffer ton lait. La voilà qui allume le brasero et y place une casserole. Puis elle s'éloigne en attendant que le liquide tiédisse. Et elle l'oublie. Elle oublie une toute petite fille occupée à tant de choses. Et moi, impatiente, je me lève et je m'empare du manche de la casserole. Aujourd'hui encore, je me souviens de ma surprise quand le lait bouillant s'est renversé sur mon épaule. Durant quelques secondes, je n'ai pas eu peur, ni mal d'ailleurs. J'ai simplement poussé un petit cri quand le liquide a pénétré mes vêtements. Ensuite seulement, est venue la douleur. Quelques picotements, d'abord, presque rien. Juste des pointes d'aiguilles s'enfonçant, les unes après les autres, dans mes pores. Ensuite, il y a eu cette sensation de brûlure, d'abord supportable, puis de plus en plus vive, tandis que le liquide bouillant creusait son sillon dans mes chairs. Enfin est venue la souffrance, une souffrance insupportable. J'ai tellement mal que je ne crie pas, je ne pleure pas non plus. Je reste simplement là, debout, à tenter d'oublier ce feu qui lèche mon bras. Mais l'oubli ne vient pas, bien sûr. La brûlure se fait toujours plus intense, et tandis que la pièce s'emplit d'une odeur âcre, acide, un cri monte enfin du fond de ma gorge. Des hurlements, ceux de ma mère et d'Ayette, des pleurs, ceux de ma sœur aînée, que l'on réprimande, des allées et venues affolées, les voisines qui accourent, l'eau qui coule sur mon corps, des invectives contre le ciel quand on découvre l'étendue de ma plaie, et ce médecin qui arrive et pose sur mes chairs une gaze cicatrisante. Ensuite plus rien, un oubli bienfaisant, le temps qui passe, des heures, des jours, et mon bras qui guérit lentement, même s'il garde une vilaine cicatrice qui, aujourd'hui encore, étoile ma peau. Voilà tout ce qui reste de l'incident. Personne ne sait encore qu'il n'est qu'un prélude. Personne ne sait que bientôt, mon corps tout entier ne sera plus qu'une plaie. Pour moi, la vie reprend, une vie semblable à celle de tous les enfants du bidonville. Pas de crèche, ni de jardin d'enfants, pas d'école maternelle, seulement les ruelles pour terrain de jeu, les boîtes de conserve vides pour ballons, quelques bouts de bois assemblés pour poupées, et les adultes qui passent sans se soucier de nous, de moi, occupés qu'ils sont à gagner de quoi manger et à faire la guerre aux Français. Juillet. Voilà plusieurs semaines déjà que nous avons terminé l'aménagement de notre nouvelle maison. L'été est venu nous y surprendre, un bel été qui blanchit le ciel et nous permet de vivre toutes fenêtres ouvertes.
Je marche à côté de ma mère sur le trottoir de la rue Pascal. Elle se dirige vers le bidonville des Pâquerettes, l'endroit où ses pas la ramènent sans cesse. Elle continue d'y faire ses courses, elle y connaît tous les commerçants, à faire le tour de chaque étal, de chaque boutique, c'est négocier le prix de la moindre des babioles. J'ai besoin de sandales neuves. Elle va m'en acheter là-bas. Elles seront moins chères. Voilà pourquoi, une fois n'est pas coutume, je trottine à ses côtés, mais sans lui donner la main. Ma mère ne tolère de moi aucun signe de proximité. Une échoppe sombre s'ouvre devant nous. Elle est remplie de dizaines de paires de chaussures, escarpins, babouches, bottes, puis celles destinées aux enfants. Le vendeur est un ami de ma mère. Ma mère n'a que des amis, semble-t-il, au bidonville des Pâquerettes. Choisis parmi elles des sandales d'un blanc immaculé. Et moi, je crois rêver. Ce sont des chaussures de princesse que l'on m'offre aujourd'hui. Fatima est trop absorbée par sa conversation. Un pas encore et je sors de la boutique. Un pas après l'autre, j'avance, les yeux fixés sur mes sandales blanches. Qu'elles sont jolies. Et joli aussi ce rebord de pierre vers lequel je me penche et que je touche du doigt, timidement, comme pour m'assurer de sa réalité. Puis d'un coup, tout devient noir. Je le saurai plus tard, des années plus tard en fait. Cette chose sombre qui, d'un coup, a recouvert mon corps, c'était un camion roulant en marche arrière. De quel type de véhicule s'agissait-il exactement? Quel était son poids? 250 kilos? 300 kilos? Qu'importe, après tout. Ce qui est sûr, c'est qu'en reculant, il a écrasé mes jambes et fracturé mon bassin avant de me recouvrir de son énorme masse, tandis que retentissaient les premiers cris des passants. Aujourd'hui, je ne peux qu'imaginer la suite. Imaginer? Non, pas tout à fait. Puisque, au cours de milliers de nuits peuplées du même cauchemar, je l'ai rêvé. Il y a ces gens qui, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, et même tout petits enfants, se penchent sous le camion. Leur regard me cherche sans me trouver, et pourtant je suis là. Leurs hurlements arrivent à mes oreilles, et je ressens la chaleur du moteur qui continue à tourner. Mais je n'aime pas mal, pas encore. Je suis étonnée, simplement, que la musique se soit arrêtée, que le soleil soit tombé. Est-ce que c'est là, la nuit, déjà? Que s'est-il passé? Là-bas sur le trottoir, une jeune mère de famille épouvantée ramasse les lambeaux de ma peau qui gisent sur le sol et elle crie à son mari d'aller chercher du secours. Du secours! Mais pourquoi? Pourquoi faut-il du secours? Il suffit que le camion avance et je retrouverai la lumière. Avant de me relever, d'épousseter ma robe, de vérifier que mes sandales n'ont pas souffert et d'aller retrouver ma mère. Malika Bellaribi Lemoyle, Les sandales blanches.